La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est l'eurodéputé La France Insoumise, Manon Aubry. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Sonia Mabrouk. Beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin, notamment le désordre du monde et notamment en Iran ce qui s'y passe, une répression brutale et sanglante. Mais tout d'abord, Manon Aubry, c'est donc cette semaine, ce samedi, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va signer au Paraguay l'accord du Mercosur. Bruxelles envisage même, et c'est inédit, d'accélérer son entrée en vigueur sans attendre le vote du Parlement européen. Vous allez nous en parler. En France, la colère des agriculteurs reste vive. Le port du Havre est bloqué, l'autoroute A1 entravée. Est-ce que vous nous dites ce matin que le combat est définitivement perdu ? Non, il est loin d'être définitivement perdu et c'est combative que je viens devant vous ce matin. Cet accord de libre-échange, on l'a beaucoup dit ces dernières semaines, c'est le pire accord jamais signé par l'Union européenne qui va être une catastrophe pour les agriculteurs, de la concurrence déloyale, des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de volaille, de maïs, de soja déversés dans l'Union européenne, qui vont nous empoisonner puisque, par exemple, un tiers des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Et c'est évidemment une catastrophe écologique. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on produit ici ? Maintenant qu'on est tous d'accord sur la catastrophe que cela représente... Presque tous, oui. Presque tous. J'observe d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a pas fait grand-chose pour arrêter cet accord depuis 8 ans qu'il est président de la République. Et pourtant, il vote contre. Il vote contre, mais il a dit à plusieurs reprises qu'il voyait d'un œil positif cet accord de libre-échange et il n'a rien fait depuis 8 ans pour créer cette fameuse minorité de blocage qui était nécessaire. Et on n'aurait jamais imaginé, il y a 15 ou 20 ans, qu'un tel accord puisse être mis en œuvre. Compte, ça fait 25 ans qu'il est sur la table des négociations. 25 ans. Et maintenant, dans la dernière ligne droite, Manon Aubry. Je vous disais, c'est une catastrophe sur le fond, mais c'est aussi un coup de force antidémocratique comme jamais on a vu. Non seulement il contourne les parlements nationaux qui normalement doivent être consultés, mais en plus de cela, pour la première fois de l'histoire, ils vont mettre en œuvre cet accord sans l'approbation du Parlement européen. Cette mise en œuvre provisoire, pour bien mesurer ce qui se passe, elle va contre les traités européens eux-mêmes. Normalement, le Parlement européen est codécisionnaire, c'est-à-dire qu'il a le même niveau de décision que les États membres et la Commission européenne. Attendez, vous voulez dire qu'avec cet accord, on s'est assis, si je puis dire, sur les parlements nationaux et maintenant sur le Parlement européen ? Exactement. Alors, de quel levier vous disposez encore ? Alors, pour nous, la bataille est très loin d'être terminée. J'ai déposé au Parlement européen, j'ai initié un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne qui a depuis été signé par 145 députés, issus de 5 groupes politiques différents et de 21 nationalités différentes, ce qui montre au passage que la mobilisation n'est pas que franco-française. La présidente du Parlement européen, elle aussi, fait tout ce qui est en pouvoir pour tenter de bloquer ce recours devant la Cour de justice. J'observe d'ailleurs que la présidente du Parlement est du même groupe que François-Xavier Bellamy. Le rapporteur sur cet accord est du même groupe que François-Xavier Bellamy. La présidente de la Commission est du même groupe que François-Xavier Bellamy. Bref, tous les promoteurs de cet accord. Et normalement, cet avis devrait être soumis au Parlement européen la semaine du 19 janvier. Et s'il est voté, ce sera suspensif de l'accord. Ce qui veut dire que l'accord ne pourra pas être mis en œuvre, y compris de manière provisoire. Donc la Cour de justice de la Commission européenne qui jugerait cette même Commission européenne. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui est indépendante. Il y a plein de raisons de penser que cet accord est illégal, ne serait-ce qu'il contrevient au principe de précaution. Et pourquoi maintenant ? Pourquoi si tard cette lettre ? Alors, l'avis, c'est pas une lettre. L'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, nous, ça fait des mois qu'on la demande. Et la présidente du Parlement européen a outrepassé son rôle et son pouvoir pour le bloquer jusqu'à présent. Maintenant qu'il va être officiellement signé, elle ne pourra plus bloquer cet avis. Raison pour laquelle il va être soumis au vote. Et puis, quand bien même il y a une application provisoire, tôt ou tard, il y aura un vote du Parlement européen. Et moi, je préside au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix à aucun accord de libre-échange. Oui. Donc, d'ailleurs, beaucoup vous reprochent, par exemple, de l'avoir fait sur le CETA, alors que le bilan, quelques années plus tard, est plutôt positif compte tenu des investissements directs étrangers. Le bilan n'est absolument pas positif s'agissant du CETA. On importe du bœuf aux hormones. Si vous, pour vos enfants, vous voulez manger des cochonneries. Moi, pour mes enfants et les générations qui viennent, je préfère que les normes écologiques et sociales qui s'appliquent en Europe s'appliquent pour l'ensemble des denrées alimentaires qui sont consommées en Europe. Donc, je veux dire ici, la bataille n'est pas terminée. Je veux dire aux agriculteurs qui nous écoutent qu'avec notre groupe de la gauche, on va continuer à mener la bataille et qu'il faudra demander des comptes parce que j'entends Céline Imar et d'autres députés, même Jordan Bardella, mais qui commencent par faire le travail dans leur
groupe, parce que les députés qui sont favorables à cet accord se trouvent au sein du groupe socialiste, au sein du groupe de droite, au Parlement et au sein de l'extrême droite. français à l'Assemblée nationale, eh bien, LFI et RN vont déposer une motion de censure, en particulier contre le Mercosur. Le PS, de son côté, annonce, Manon Aubry, ne pas voter cette motion, car la France, tout simplement, a voté contre l'accord du Mercosur. Comment vous qualifiez la décision des socialistes ? Extrêmement regrettable. Et franchement, le Parti socialiste démontre une fois de plus qu'ils sont la bouée de secours du macronisme. C'est pas la première fois qu'ils viennent en renfort des macronistes pour assurer de leur survie. Et moi, si j'étais un électeur socialiste, je me demanderais bien dans quelle galère se met encore le Parti socialiste à non seulement assurer la survie sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, sans doute veulent-ils masquer qu'au Parlement européen, ceux qui soutiennent cet accord, c'est le groupe socialiste, mais aussi sur le budget. On va en parler, mais c'est quand même assez incroyable quand même que contre le Mercosur, vous vous retrouviez là, main dans la main, si je puis dire, avec le Rassemblement national. Écoutez, c'est pas la première fois que nous déposons une motion de censure avec le Rassemblement national en dépose une en même temps, mais ça ne vous a pas échappé que à chaque fois, la gauche est plus nombreuse à déposer et à signer une motion de censure, et c'est la motion de censure de la gauche qui est examinée. Écoutez, on va voir au moment du vote. Pour autant, oui, il y a une réalité aujourd'hui dans notre pays, c'est que le Parti socialiste trahit l'engagement premier du nouveau Front populaire, dont la première ligne du programme du nouveau Front populaire est la rupture avec le macronisme. Comment on peut être élu sur un programme de rupture avec le macronisme et de l'autre côté s'assurer de la survie du macronisme à chaque fois que la question est posée. Encore ce contrat, par exemple, Marine Tondelier, hier, face à François-Xavier Bellamy, que vous aimez beaucoup citer. Donc Marine Tondelier a affirmé que LFI, en tout cas, n'a pas répondu à cette affirmation de François-Xavier Bellamy, comme quoi LFI est un danger pour la démocratie. Et Marine Tondelier de renchérir qu'elle-même n'a pas les mêmes positions que vous, avec des amis comme ça. Franchement, les bras m'en sont tombés quand j'ai entendu cette déclaration de Marine Tondelier, qui prône à tour de bras l'unité de la gauche et qui, quand il s'agit de répondre quand même à François-Xavier Bellamy, qui dit que la France insoumise serait un danger pour la démocratie, alors elle dit qu'elle a fondé tout son combat contre l'extrême droite, qui est le réel danger pour la démocratie. Peut-être pense-t-elle aujourd'hui que vous êtes le principal danger ? Non, je pense qu'elle veut gagner ses galons de notabilité, gagner ses galons de respectabilité dans la sphère médiatique, et qu'au nom de cela, elle est prête à jeter la France insoumise sous le bus. Je pense qu'elle sera bien contente de retrouver les électrices et les électeurs de la France insoumise quand il s'agira de voter pour des candidats écologistes, quand on a des candidatures communes. Et moi, je ne jetterai pas nos amis écologistes sous le bus. Donc je pense que Marine Tondelier, qui manifestement est prête à tout pour être candidate à la présidentielle, doit réfléchir à deux fois quand elle répond à ce genre de questions. Le Premier ministre Manon Aubry qui a mis un gros coup de pression sur une éventuelle dissolution, cette fois-ci affirmant que les législatives pourraient avoir lieu avec les municipales. Que lui répondez-vous ? Votre lapsus est assez révélateur, parce que si le Premier ministre met la pression avec une potentielle dissolution, c'est en réalité pour s'assurer qu'il ne soit pas censuré. Franchement, la ficelle est un peu grosse. Comme par hasard, il fait fuiter dans les médias, comme par hasard, au moment où une motion de censure est déposée, que peut-être il peut y avoir une dissolution. Franchement, plus personne n'y croit. Si demain devait y avoir une élection, évidemment qu'on se tient prêt. On est en campagne permanente. Mais qui a peur de cette dissolution ? En tout cas, pas nous. Peut-être les socialistes y ont peur, peut-être les républicains y ont peur, mais nous, on n'a jamais eu peur des urnes, on n'a jamais eu peur des électrices et des électeurs, même si je ne me fais pas d'illusions, s'il devait y avoir une élection législative demain, je ne suis pas sûre que ça résolverait l'espèce d'impasse dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, tant le président de la République, Emmanuel Macron, n'a que faire de la démocratie, que faire du résultat des urnes et des dernières législatives. Et on sait tous que la seule issue à l'impasse politique dans laquelle on est, c'est une nouvelle élection présidentielle et le départ du président de la République, Alors, Emmanuel Macron. Face à ces querelles qui peuvent sembler quand même picrocolines, en tout cas politiciennes, il y a le désordre du monde. Manon Aubry, sur le plan international, la République islamique d'Iran, le régime totalitaire des mollahs, est-il en train de vaciller sous les coups de boutoir de la population? En tous les cas, il mène une répression, on voit ces images, je le dis à nos auditeurs d'Europe 1, terribles, sanglantes contre le peuple. L'Iran veut se libérer de l'islamisme notamment. Les Iraniennes, plus que jamais découvertes et libres, scandent mort à la République islamique. Que vous inspire un tel courage ?
D'abord, tout mon soutien et tout mon respect. Le peuple iranien se mobilise déjà depuis des années. On se souvient en 2019 du mouvement Femmes, Vie et Liberté. Et la répression du gouvernement ou du régime iranien, parce que je ne veux pas donner de légitimité à ce gouvernement, du régime iranien est totale. Les communications sont coupées. Les images que vous diffusez à l'instant sont assez rares en réalité. Grâce d'ailleurs à Elon Musk et à Starlink. Oui, enfin malheureusement, seuls les plus riches peuvent se connecter. En tous les cas, c'est grâce à lui que l'on voit cette répression. Mais il y a un massacre qui est en train de se dérouler et ce massacre est en train de se dérouler à huis clos. Et on a toutes les craintes du monde que le nombre de morts se compte par centaines. La dernière fois qu'il y a eu une révolte en 2019, en l'espace d'une semaine, il y a déjà eu plus de 3000 morts. Donc le bilan humain sera probablement terrible. Et le peuple iranien démontre une nouvelle fois sa force, sa courage. Quelle est l'origine, selon vous, de cette révolte? Parce qu'une partie des députés LFI, dont Antoine Léaumont, comme d'autres, veulent y voir uniquement une révolte contre la vie chère. Manon Aubry, dans un pays où les femmes sont battues à mort parce qu'elles enlèvent leur voile, dans un pays, vous le savez, où les homosexuels sont pendus, dans un régime sous lequel les opposants sont enlevés et torturés. Est-ce que le problème, c'est surtout la vie chère ou c'est la vie charia? C'est les deux. À la fin du mois de décembre, ce dernier mouvement de révolte qui s'ajoute au mouvement de révolte précédent est venu des bazars, comme la révolte en Tunisie est née de raisons économiques et ensuite se propage d'un jeune qui s'était immolé. Tout à fait, à cause de la vie chère. Et on a une situation assez parallèle, une révolte qui vient des bazars mais qui devient évidemment une révolte politique contre un régime d'oppression, le régime théocratique des mollahs, et qui a toutes les raisons du monde. Vous le dites clairement ce matin. Oui. Beaucoup vous interrogent, parce que par exemple, pour Rima Hassan, je fais d'autres comparaisons, c'est l'Algérie qui est la Mecque des libertés. Pour Mathilde Panot, elle a du mal à condamner Maduro tel un dictateur. Vous, ce matin, vous dites le régime des mollahs est un régime théocratique, barbare et sanglant. Bien sûr que c'est un régime barbare et sanglant. On a toujours dénoncé le régime iranien. Nous avons parrainé plusieurs personnes dans l'opposition qui étaient menacées de peine de mort parce que c'est la manière dont traite le régime iranien ses opposants. C'est la peine de mort directe. Des centaines de personnes ont été emprisonnées aussi ces derniers jours. On est sans nouvelles d'un certain nombre d'opposants. Donc oui, le régime théocratique des mollahs doit être terminé le plus rapidement possible. Après, j'entends aussi dans la rue, notamment la jeunesse, qui dit ni chat, ni mollah. J'entends aussi dire ni Gaza, ni Liban, je ne donne ma vie que pour Téhéran. Surtout, moi, ce que j'entends, c'est un peuple iranien qui veut décider par lui-même. Et qui ne veut pas se faire imposer, dicter la suite des événements par les États-Unis ou je ne sais quelle autre Parlons-en, on va voir s'il y a une intervention. Mais si la révolution populaire iranienne, Manon Aubry, triomphe des mollahs, ce sera aussi peut-être la fin d'un régime allié au Hamas et donc complice aussi du pogrom du 7 octobre. C'est une pièce maîtresse qui tomberait, mettons-le au conditionnel, dans ce Moyen-Orient si compliqué. C'est aussi un soulagement de votre point de vue? C'est un soulagement si le régime iranien tombe, évidemment. C'est un régime d'oppression, c'est un régime théocratique qui détruit les droits des femmes. Donc, pourquoi alors beaucoup d'Iraniennes ou de Franco-Iraniennes ou de Françaises d'origine iranienne vous reprochent votre double discours? Vous reprochent de défendre ici le voile des fillettes et de là-bas de ne rien dire quand des femmes sont brûlées ou ont le visage avec de l'acide parce qu'elles retirent leur voile? Est-ce qu'en Iran, les femmes ont le choix ou la liberté de porter ou non le voile? Vous avez parlé du voile comme un bout de tissu. Est-ce que c'est un bout de tissu en Iran aussi? Je repose cette question. Est-ce qu'en Iran, les femmes ont la liberté ou le choix de porter le voile? Évidemment non. Est-ce que c'est un bout de tissu? La réponse est non, et c'est la raison pour laquelle je repose la question. Est-ce que c'est un bout de tissu, Alain? En Iran, c'est un bout de tissu qui opprime les femmes. C'est un bout de tissu qui opprime les femmes. Et donc, oui, en Iran, les femmes qui se battent pour leur liberté, je ne ferai jamais la comparaison avec la situation en France, Sonia Mabrouk. Et pourtant, c'est le même bout de tissu. Voulez-vous comparer la situation que vivent aujourd'hui les femmes en Iran avec la situation que vivent les Françaises? Manon Aubry, pardonnez-moi, vous dénoncez un patriarcat en France et vous dites que c'est un bout de tissu en Iran? Précisément parce que je défends et je me bats pour les droits des femmes contre le patriarcat. En France, Sonia Mabrouk,
Les femmes ont-ils le choix de porter le voile ou non? Êtes-vous obligé de porter le voile? Vous êtes dans le cœur de toutes les femmes. Vous savez qu'il y a des femmes dans certains quartiers qui peuvent être obligées de le porter, Manon Aubry. Vous non, vous non, moi non. Nous avons la chance de ne pas le porter. Mais vous êtes sûre que toutes les Françaises aujourd'hui, les fillettes à l'âge de 7 ans, elles ont le choix de le porter ou pas? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter le voile? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter un voile? Je réponds à votre question. L'indécence de comparer le régime iranien, où des femmes se battent pour leur liberté, la liberté de vivre, la liberté de sortir dévêtues dans la rue. L'indécence de comparer le régime iranien à la situation Ce sont française. des Iraniennes qui vous le disent, Madame Manon Aubry. Mona Jafarian et d'autres vous disent, elles vous disent, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui vous le dis, taisez-vous. Taisez-vous sur la situation en Iran. Arrêtez de faire des comparaisons improbables. Les Iraniennes ont besoin d'un soutien international le plus large possible à leur révolution. Et nous serons à leur côté. Nous avons été à leur côté. Nous avons parrainé des opposants. Nous serons demain à leur côté, précisément parce que Sonia Mabrouk, je me bats pour la liberté de toutes les femmes de faire ce qu'elles veulent. Et en Iran, les femmes n'ont pas la liberté de faire ce qu'elles veulent. Et tant qu'elles n'auront pas la liberté de faire ce qu'elles veulent, alors il faudra les défendre. Mais les défendre, et j'insiste, non pas en bombardant le peuple iranien comme veut le faire Donald Trump. Ce qu'il a dit ce soir, cette nuit. À chaque fois que Donald Trump et à chaque fois que les États-Unis veulent bombarder un peuple, ils ne ramènent jamais la démocratie. C'est vrai pour l'Afghanistan, c'est vrai pour l'Irak. Les femmes en Afghanistan et en Irak ne sont pas libres. Et donc si l'on veut que les femmes iraniennes récupèrent la liberté, il faut se laisser faire cette révolution, être en soutien à cette révolution et non bombarder le peuple iranien. Pour l'instant, laissez faire la répression, parce qu'il est vrai qu'on attend aussi une déclaration forte de la France. Là, je parle du président de la République. Et aux abonnés absents, vous avez raison. En quoi, Manon Aubry, là, pour répondre encore aux accusations qui vous sont faites, c'est intéressant de vous écouter ce matin, vous n'êtes pas les proxys de la République islamique d'Iran. Des figures de votre parti, comme Thomas Porte, qui soutiennent aujourd'hui les manifestants iraniens, ne sont-ils pas en réalité les amis et soutiens de proxy, justement, du régime? Je pense notamment au FPLP, à des figures... Je vous pose... tout va bien se passer. Des figures comme Salah Hamouri et d'autres. C'est documenté dans des livres. Le livre de Omar Youssef Suleiman, le livre également, je vous cite comme ça, il n'y a pas de confusion, également sur la pieuvre de Téhéran, où très clairement, on vous montre en compagnie de gens qui ont des liens avérés avec le régime que vous dénoncez ce matin. Écoutez, Sonia Mabrouk, les accusations que vous proférez sont extrêmement graves. Elles sont dans 2 livres. Hein. Elles sont extrêmement Madame graves. Aubry. C'est l'occasion que vous répondez. Qui sont des livres à charge. Je vous mets au défi, Sonia Mabrouk, de trouver le moindre lien. Je viens vous le dire, Salah Hamouri a été condamné. Politique. Salah Hamouri est un opposant au régime israélien qui oppresse le peuple palestinien. Il fait partie du bureau politique du FPLP qui est classé terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Vous le savez comme moi. Vous êtes d'accord que c'est classé terroriste, c'est le FPLP? Vous le savez comme moi. Madame Manon Aubry, oui, non? La question que je vous pose, c'est classé terroriste ou pas? Tous ceux qui se mobilisent pour la liberté du peuple palestinien, dont on parle assez peu. Est-ce que vous savez que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a interdit à 37 ONG d'intervenir dans la bande de Gaza? Intéressant, Madame. Un peuple palestinien qui se fait massacrer. Je vous pose une question sur vos liens, tout simplement. Vous me dites non, alors pourquoi est-il fait partie de manifestations? Mes liens sont avec ceux qui se mobilisent contre l'oppression en Iran, contre l'oppression en Israël et en Palestine. Voilà les simples liens qui sont les miens. Et les sous-entendus que vous faites, de liens potentiels... Ce sont des sous-entendus qui sont dans des livres, qui sont documentés et qui sont faits par notamment Omar Youssef Suleiman et notamment dans le livre, pardonnez-moi, La pieuvre de Téhéran, Emmanuel Razavi. Ils ne sont pas étayés, Sonia Mabrouk. C'est une question. Ils sont insupportables, ils ne sont pas étayés. Et vous le savez comme moi, nous nous battons pour la liberté des peuples partout dans le monde. Ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour la Palestine. Ça vaut pour le Venezuela. Ça vaut pour le Venezuela, ça vaut pour tous les peuples du monde entier. À bas les dictateurs. À bas les dictateurs, sans aucune difficulté. Merci Manon Aubry. C'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci à vous.